Nous allons poursuivre avec la correction de l'exercice. OK. Enfin, du projet. Alors, donc, pour récapituler ce qu'on avait dit, nous avons créé notre login avec les différents champs. Et sur le JavaScript, nous avons récupéré le bouton pour créer notre événement. Et ensuite, nous avons récupéré le bouton, pardon, la div message pour, bien sûr, afficher nos messages. Ensuite, nous avons créé notre fonction de clic sur l'événement. Enfin, nous avons créé notre événement de clic, pardon, avec une fonction qui va permettre aux utilisateurs de se connecter. Donc, nous avons récupéré l'email ici et le mot de passe, n'est-ce pas? Bien. Alors, ici, nous avons récupéré, n'est-ce pas, l'utilisateur. Nous récupérons la liste de tous les utilisateurs à partir du local storage. Et au cas où il n'y a rien dans le local storage, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner tout simplement un tableau vide. Nous avons créé une variable pour checker si l'utilisateur existe, que nous avons mis par défaut à faux, parce que nous n'avons pas encore fait de checking, et ça passera à vrai lorsque l'utilisateur existera dans notre base de données. Nous avons créé ici un user info. Le user info, c'est quoi? C'est tout simplement, comme je l'avais dit avant la coupure, j'ai dit qu'il va servir tout simplement de on va dire, c'est lui qui va en fait récupérer les données de l'utilisateur connecté. Voilà. OK? Alors, on va poursuivre là où nous sommes arrêtés. Donc, maintenant, après avoir fait ça, on va maintenant utiliser le user data, qui est tout simplement le tableau, pour ne pas dire l'objet, qui contient tous nos utilisateurs. OK? Et on va faire un for each dessus. Voilà. On va faire un for each. Le for each, c'est la même chose que la book for. OK? Donc, on va tout simplement faire un for each dessus avec une fonction. Voilà. Donc, le for each va permettre de parcourir en fait le tableau, tout simplement. Donc, si vous avez encore, vous ne savez pas à quoi sert for each, je vais vous demander d'aller regarder dans le support de cours et les anciennes vidéos où j'ai eu à expliquer à quoi ça sert for each. Donc, for each, pour un récapitulatif, un bref récapitulatif, pardon, ça nous sert tout simplement de pouvoir, comme on le dit, de pouvoir tout simplement parcourir un tableau ou un objet. C'est comme la boucle for each, c'est comme for off ou for in. Voilà. Donc ici, moi, je n'ai pas envie d'utiliser for off ou for i. Moi, je vais utiliser le for each. Donc le for each lui prend une fonction et le item qu'on passe ici en paramètre, c'est tout simplement les différents éléments qui sont dans notre tableau ou dans notre objet, ici, user data. OK? Donc pendant que nous sommes en train de le parcourir, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si, OK? Donc, excusez-moi, si, alors, si email, donc l'email que l'utilisateur a saisi, que nous avons récupéré, qui est ici, là. Donc, si email point, la même chose qu'on a eu à faire tout à l'heure, donc on convertit ça en minuscule. Donc, si email point to lowercase est égal à item.email, alors pourquoi item? Parce qu'on a dit ici que item correspond à un élément dans notre tableau. Donc, à chaque fois qu'il va parcourir, il va correspondre à un élément précis. Donc, ici, item.email pour récupérer l'élément sur lequel nous sommes, l'email de l'élément sur lequel nous sommes lorsqu'on fait le parcours, en fait, de notre tableau du local storage. OK? Donc, ici aussi, nous allons mettre aussi le to lowercase pour le mettre en minuscule. Et la deuxième validation, puisqu'il y a deux validations à faire, on doit vérifier que l'email est bon et aussi quoi? Que le mot de passe est bon. Donc là, on a fait la vérification de l'email. On va aussi faire la vérification du mot de passe. Donc, passe, on vérifie que le mot de passe que l'utilisateur a saisi, qui est passe, est égal à item.pass. Donc, comme je vous ai dit, item correspond à un élément de notre tableau ou de notre objet user data. OK? Donc, alors, si vous avez des lacunes ou que vous n'avez pas révisé, c'est sûr que vous n'allez pas vraiment vous retrouver. OK? Bien. Alors, on poursuit. Donc, on dit que on parcourt le tableau. Si l'email que l'utilisateur a saisi est égal à un élément dans notre local storage, qui est là, et le mot de passe correspond aussi au même élément sur lequel nous sommes, alors dans ce cas, ça veut dire que l'utilisateur existe. Donc, dans ce cas, ils existent, qui est là, qui est notre variable, ne va plus être false, mais va maintenant être true. Voilà. Ils existent, va maintenant être égal à vrai. Et dans ce cas, user info
Donc, les données de l'utilisateur vont être égales à quoi? Vont être égales à item. Tout simplement, attendez, vu que c'est un tableau, on va faire tout simplement un push. Voilà. On fait un push et on ajoute item tout simplement. Donc, item, comme je vous ai dit, c'est l'élément sur lequel nous sommes lorsqu'on fait le parcours du tableau. Donc, ici, dans user info, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement, on ajoute en fait l'élément, pour ne pas dire les informations ou l'objet de l'utilisateur connecté. Et ici, on dit tout simplement que l'utilisateur est maintenant connecté. Tout simplement. OK? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vérifier et envoyer des messages d'erreur. Donc, on va dire que si l'utilisateur existe, donc si la variable, elle est vraie, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser maintenant notre session storage pour stocker les données de l'utilisateur. Donc, le session storage, c'est la même chose que le local storage. Il nous permet en fait de stocker des données. La différence entre le local storage et le session storage, c'est que tout simplement, le session storage, lorsque vous allez fermer votre session, va disparaître, alors que le local storage reste jusqu'à la fin de la session. Donc ici, nous allons aussi encore utiliser session storage et on va faire cet item de user info. OK? Et on va faire un JSON.stringify. De quoi? De bien sûr user info. Voilà. C'est quelque chose de classique qu'on a l'habitude de faire depuis ici. OK? Et juste après ça, on va le rediriger sur le dashboard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fait window, point location, point href, égale à quoi? Égale à dashboard, point html. Donc, ça, tout simplement, ça va rediriger l'utilisateur une fois qu'il est connecté sur le dashboard.html. Maintenant, sinon, si la variable isExist est égale à vrai, donc si c'est égal à true, c'est ce qui va se passer. Sinon, si c'est égal à faux ici, ça veut dire qu'aucun utilisateur n'a été trouvé dans notre base de données user data. On va tout simplement afficher un message d'erreur. Donc, on va récupérer un message ici. Voilà. Et on affiche notre message d'erreur. Donc, message.innerHTML. Et le message qu'on va afficher, c'est quoi? C'est tout simplement identifiant incorrect. Voilà. Tout simplement, identifiant incorrect. Donc, ici, nous allons maintenant tester tout ça. OK? Donc, on va regarder dans notre base de données. Application. On va essayer de se connecter avec l'utilisateur Alou. On va mettre son email et son mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, déjà, on va essayer de mettre un faux mot de passe. Hop, on nous dit identifier incorrect. Comme vous pouvez le voir. À chaque fois que je mets un faux mot de passe, on va nous dire identifier incorrect. Mais si je mets le bon mot de passe, déjà, pour être sûr que tout est bon, alors sur le dashboard.html, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà créer quelque chose. OK? Voilà. Donc ici, je vais mettre dashboard. Et dans le body, je vais mettre je vais mettre une div. Il y aura ID message, comme on a l'habitude de le faire. Et je vais mettre bienvenue. Bienvenue. Voilà. Bien. Alors, il aura lui aussi son script, qui est tout simplement js/script.js. OK? Et voilà. Donc, on recherche tout ça. Je mets ici l'adresse email. Je mets un faux mot de passe. On me dit identifier incorrect. Je mets le bon mot de passe. Et voilà, je suis bien sur le dashboard. Et on me dit bienvenue ici. Voilà. Donc, voici comment est-ce qu'on fait un système de connexion et d'enregistrement avec JavaScript. Voilà. Donc, rien de bien compliqué. Il fallait juste réviser le cours et lire les anciennes vidéos que j'ai eu à déposer. Voilà. Donc, vraiment, vraiment rien de bien compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment rien de bien compliqué. Alors, est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce que vous avez des choses à dire à ce niveau avant qu'on attaque le dashboard? Parce qu'effectivement, si vous avez des lacunes, c'est sûr que ça sera bizarre.
C'est bon pour tout le monde? On peut réagir? Ça va un peu. Effectivement, Salimata. Donc là, moi, ce que moi, je vais vous demander, c'est vraiment d'aller regarder les anciennes vidéos et ensuite venir regarder cette vidéo-là parce que je vais aussi déposer cette vidéo. Donc, regardez les anciennes vidéos sur le local storage, regardez le support de coût et vraiment faites une bonne mise à niveau. Et ensuite, lorsque vous allez vraiment être dans une bonne mise à niveau, vous allez voir que ça, ce n'est pas du tout compliqué. C'est parce que tout simplement, vous ne révisez pas, raison pour laquelle vous trouvez ça compliqué. Sinon, tout ce que je suis en train de faire ici est déjà dans le support de coût. Voilà, donc lisez juste le support de coût et puis vous allez voir que les choses seront beaucoup plus simples pour vous. Bien. Une fois que l'utilisateur est connecté, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois que l'utilisateur est connecté, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer notre dashboard. Alors, le dashboard, il est à deux volets. Il y a le premier volet qui fait que si un utilisateur n'est pas connecté et qu'il essaie d'accéder au dashboard, on va lui afficher un message pour lui dire qu'il faut se connecter avant de voir le contenu du dashboard. Sinon, si l'utilisateur est bel et bien connecté, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui afficher tout simplement les informations qui sont contenues dans le dashboard. OK? Alors, je vous montre tout simplement le principe. Alors, le principe, il est très simple. C'est comme ici. Euh, alors, laissez-moi me retrouver. Alors, voilà. Vous voyez, on me dit que vous devez vous connecter pour avoir accès à cette page. OK? Donc là, si j'essaie de me connecter maintenant, voilà. Donc, je vais regarder dans mon local storage pour voir si j'ai des informations. Non, je n'ai aucune information. D'accord? Donc, on va créer un nouveau compte. OK? Donc là, j'enregistre un compte avec la partie admin et je vais créer un compte avec la partie odeur pour que vous voyez un peu ce que nous allons faire tout de suite. OK? Donc, j'enregistre. Nous avons deux utilisateurs. Un avec un type admin et l'autre avec, les deux sont de type admin. Non, là, ce n'est pas bon. Donc, on va créer un autre de type odeur. OK? Parfait. Donc, lui, il est bien de type odeur, celui que je viens de créer, comme on peut le voir ici. Maintenant, on va essayer de se connecter. Alors, regarde, comme je vous avais dit tout à l'heure, si j'essaie d'accéder à Dashboard, OK, on va me dire que je dois me connecter d'abord pour avoir accès à la page. Maintenant, quand je vais me connecter avec ça, qui est de type admin, hop, j'ai bel et bien ici mes informations qui sont là. Donc, je peux éditer, envoyer un email, supprimer un utilisateur, comme on peut le voir. Et je peux me déconnecter. Alors, comme vous pouvez le voir, lorsque je suis de type admin, je peux éditer et supprimer un utilisateur. Alors que je vais essayer maintenant de me connecter avec un utilisateur de type odeur. Vous allez voir qu'il ne pourra pas modifier ni supprimer d'utilisateur. Il pourra juste envoyer un email, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est exactement ça qu'on va essayer de reproduire. Bien. Alors, nous allons essayer de le reproduire. Déjà, nous allons créer un style, OK, qui sera directement sur cette page. OK? Donc, je vous explique tout simplement le style tout à l'heure lorsque j'aurai fini avec le contenu HTML. Donc, pour gagner du temps, je vais tout simplement faire un copier-coller du contenu HTML. Je vais vous l'expliquer et nous allons passer maintenant au côté JavaScript qui est vraiment la partie la plus importante. OK? Parfait. Alors, je vais donc enlever tout ça. OK? Et déposer ici. Alors, je vous explique rapidement. J'ai créé ici, n'est-ce pas, une classe qui s'appelle DisplayTable. OK? Et je dis quoi? Je dis que la classe DisplayTable, tout ce qui est table, THTD, doit avoir quoi? Une bordure d'un pixel et une bordure d'un pixel, bien sûr, solide, et un padding de 10 pixels.
Je crée une classe .table qui aura le border collapse pour que les différentes lignes du tableau soient collées. Et je mets ici un display block tout simplement parce que par défaut, le tableau n'est pas visible, comme vous pouvez le voir. J'ai créé un table denon qui a un display none. Donc, lorsque vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas voir le tableau. Et lorsque vous serez connecté, on va tout simplement avec JavaScript enlever le table denon et ajouter tout simplement au tableau dynamiquement le display table pour afficher le tableau et le point table pour ajouter le style à notre tableau et bien sûr, bien évidemment aussi l'afficher. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous avons ici un div ID message pour afficher le message à l'utilisateur, pour lui dire effectivement vous êtes connecté ou n'êtes pas connecté. Nous avons ici une div logout pour le bouton de déconnexion. Nous avons ici une div qui va, comme c'est bien marqué edit form, qui va tout simplement récupérer, pour ne pas dire qui va créer dynamiquement à partir de JavaScript, en fait, notre formulaire d'édition, comme on a pu le voir. Et ici, le tableau, tout simplement, avec ID, nom, prénom, email et les différentes actions. Donc, le tbody sera automatiquement généré à partir de notre fameux JavaScript. Rien de bien compliqué dans le côté HTML. Alors, nous allons maintenant commencer et nous allons créer une fonction qui s'appelle check if user exists. Vous savez, moi, j'aime bien tout ce qui est anglais. Donc, check if user exists, c'est une fonction tout simplement qui vérifie, comme souvent le dit, si l'utilisateur existe. OK? Excusez-moi, c'est plutôt check if user connect. C'est beaucoup plus parlant. Donc, check if user connect pour vérifier si l'utilisateur est connecté. S'il est connecté, on affiche tout ce qu'on doit afficher. S'il n'est pas connecté, on affiche tout simplement un message qui lui demande de se connecter. Donc, je vais maintenant créer la fonction qui ne prend rien en paramètre. Et nous allons commencer maintenant à écrire les instructions de notre fonction. Alors, ici, je déclare ma fonction comme ça parce qu'on a bien dit que les fonctions JavaScript doivent être déclarées, que ce soit par un événement, que ce soit par quoi que ce soit que vous voulez, mais en tout cas, toute fonction JavaScript par défaut n'est pas exécutée. Pour l'exécuter, vous devez soit la lancer au chargement de la page, comme je fais ici. Ici, je n'ai pas créé d'événement. Quand j'écris comme ça veut tout simplement dire lance la fonction au chargement de la page. Si j'avais besoin de lancer ma fonction à partir d'un événement, j'allais faire un btn.add event listener, comme vous le savez là, et mettre, voilà, clic, comme vous le voyez, pour dire que tu lances la fonction au clic. Ça, c'est les fondamentaux de JavaScript que nous avons déjà vus depuis le début de la formation. Alors, excusez-moi un instant, je passe un coup de fil. OK, on reprend. On reprend. Excusez-moi, je suis en train de passer un coup de fil. OK, bien. Alors, on va récupérer notre message. Donc, je crée un var message égal à document.getElementById message. OK? Ensuite, je vais créer un statut. Donc, let status
qui est égal au session storage.getItem de quoi? De status. OK? Donc, le session storage getItem status, c'est lui qui va vérifier en fait si l'utilisateur est connecté ou pas. Et j'ai eu à le créer lors de la connexion, que je vais vous montrer ici. Vous voyez? Lorsqu'on a bien dit ici, ils existent. Donc, lorsque l'utilisateur existe, lorsqu'il est connecté, regardez, j'ai créé une session statut qui est connected. Et j'ai créé une session user info qui récupère les infos de l'utilisateur connecté. Donc, c'est tout simplement ce que je récupère ici dans status, en faisant un session storage getItem status. Donc, je vais tout simplement vérifier si dans le session storage getItem status, on a tout simplement un utilisateur connecté, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais vérifier ici dans une condition. OK? Donc, je veux dire tout simplement que si le statut est égal à connected, OK? Si le statut est égal à connected, parce qu'effectivement, lorsque l'utilisateur est connecté, le statut, je le mets à quoi? Je le mets à connected ici, comme vous le voyez. Status connected. Donc, je dis tout simplement ici que si le statut est égal à connected, alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère déjà toutes les données utilisateurs, donc all user data, pour afficher bien sûr dans notre tableau. Et on fait on continue de faire les mêmes choses. Hein. JSON.parse, local storage, getItem, user info. Voilà, vous devez être, pardon, user data. Vous devez être maintenant habitué. OK? Voilà. Et on va maintenant récupérer maintenant les données de l'utilisateur connecté, qui sont dans user info. La même chose, JSON.parse. OK? Session storage, cette fois-ci. Point getItem, user info. Pourquoi? Parce que les données de l'utilisateur sont pas dans le local storage, mais plutôt dans le session storage. OK? Les informations de l'utilisateur ne sont pas dans le local storage, mais plutôt dans le session storage. Et c'est ce que j'ai créé lors de la connexion. J'ai bien mis ici, session storage, user info. OK? Donc, je récupère all user data, donc toutes les informations de tous les utilisateurs qu'on va afficher dans notre tableau. Et je récupère ici l'information de l'utilisateur connecté pour tout simplement afficher un message de bienvenue. Donc, c'est ce que nous allons faire. Message.innerHTML est égal à quoi? Est égal à, on va créer un H3. OK? H3, style, égal. Bon, on va lui mettre une couleur verte. OK? Couleur green. OK? Ensuite, on va fermer ça. Et on met bonjour et bienvenue. Comme ça, bonjour et bienvenue. Bon, déjà, on va faire un truc. Je vais vous montrer quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser tout à l'heure. Une autre façon de déclarer, ne pas dire une autre façon d'écrire, en fait, une autre façon d'écrire du texte, en fait, en JS, pour éviter de faire une concaténation avec les plus, plus. Il y a une autre façon, en fait, plus facile, pour ne pas dire plus souple, d'écrire des choses avec JavaScript. OK? Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, pour ce faire, vous faites CTRL-ALT-7. Vous appuyez sur CTRL-ALT-7 deux fois pour créer en fait les apostrophes à l'envers. Parce que l'apostrophe normale, c'est avec le chiffre 4. Pour faire les griffes normales, c'est avec le chiffre 4. Mais pour créer en fait ces griffes, je vais dire parallèles là, la combinaison, c'est CTRL-ALT et puis 7. CTRL-ALT et puis 7. Donc, notez ça bien. OK? Et maintenant, nous allons créer notre petit message à l'intérieur. Donc, le message, c'est tout simplement… alors, donc, je vais créer notre message ici en HTML et je vais tout simplement faire un copier-coller pour que vous voyez bien. Donc, c'est tout simplement un H3 qui a un style. OK. De couleur verte. Le texte qui est à l'intérieur, c'est bonjour et bienvenue, nom et prénom. Alors, je mets ça comme ça parce qu'on va remplacer nom et prénom dynamiquement à partir du JavaScript. Donc, bonjour et bienvenue, nom et prénom. OK. On va mettre un petit NBSP pour mettre un espacement. Et on va créer maintenant notre petit bouton de déconnexion. OK, donc je mets bouton. Donc, c'est tout simplement un bouton que je crée. OK.
Et à l'intérieur, j'écris déconnexion. Déconnexion. OK. Alors, donc le bouton de déconnexion, au clic, il aura une fonction qui s'appelle logout pour la déconnexion, qu'on n'a pas encore créé, mais qu'on va créer tout à l'heure. Il aura un style, une couleur de texte blanche, un background de couleur rouge et un curseur pointeur. Voilà. Et on va mettre même un petit padding pour mettre un peu d'espacement de 5 pixels. OK? Voilà. Bien. Maintenant, donc, c'est ce que je vais couper et que je vais venir déposer à l'intérieur ici. Voilà. Et on va remplacer ça dynamiquement maintenant, les variables avec JavaScript. Donc, bonjour et bienvenue, nom et prénom. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, vous voyez ici, c'est marqué bonjour et bienvenue, nom et prénom. Oui. Maintenant, on va remplacer ça dynamiquement. OK? OK. Alors, déjà même, pour que tout soit bien aligné, je vais enlever ça là et mettre tout ça dans notre H3. Voilà. Pour que tout soit bien aligné comme ça. Donc, maintenant, on veut afficher les informations de l'utilisateur qui est connecté. Donc, on va mettre bonjour et bienvenue, non. Les informations de l'utilisateur connecté sont quoi? Sont dans la variable user info. Donc, comment faire? On met un $, on ouvre des accolades et on va écrire user info 0. Non. Et vous allez voir que, voilà, ça a bien affiché mon nom. Pour le prénom, pareil. On met un $, on ouvre les accolades, user info 0, puisque nous sommes sur un tableau, point prénom. Donc, on est obligé de mettre l'indice. Voilà, vous voyez, bonjour et bienvenue, Allo Franck Olivier Nohan avec le bouton de déconnexion. Parfait. Donc, ici, on a ajouté le 0 parce qu'on ne fait pas de parcours. On ne fait pas de for each. D'habitude, on a l'habitude de faire des for each, raison pour laquelle on ne met pas les indices. Parce que les indices sont générés dynamiquement à partir des boucles qu'on fait. Mais vu qu'ici, on ne fait pas de parcours, on est obligé de mettre l'indice de l'élément nous-mêmes. Et le premier élément, vu qu'il y a un seul élément, et le premier élément des tableaux, c'est bien sûr l'indice 0. Donc, raison pour laquelle on met user info 0.nom. Ah non, je ne mets pas. Et voilà, c'est plutôt, voilà, bonjour et bienvenue. Voilà. Et nous sommes là comme ça. OK? Bien. Donc, ça, c'est quand l'utilisateur est connecté. On continue donc. On va maintenant afficher le tableau lorsque l'utilisateur est connecté. Donc, let table égale à quoi? Égale à document.getElement by ID. Non, on va faire document.querySelector. Je pense que c'est mieux. QuerySelector de table. Donc, on récupère notre tableau. OK? Ensuite, on va ajouter maintenant, déjà, on va enlever la classe qui existe dessus, qui cache le tableau, on va l'enlever avec classList.remove. Donc, la classe qu'on doit enlever s'appelle TableDenon. Donc, c'est ce qu'on va enlever parce que c'est ce qui cache le tableau lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Et on va ajouter maintenant les nouvelles classes qu'on veut avec classList.add. Et les deux nouvelles classes qu'on va ajouter sont table et, je crois, display table. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui va afficher notre tableau. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Et maintenant, hop, on a notre tableau qui est affiché. Maintenant, on va afficher les utilisateurs connectés en dessous. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une fonction qui va afficher tous les utilisateurs connectés. OK? Alors, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle show all user data.
OK? Qui prend deux informations en paramètre. Et les deux informations que cette fonction prend en paramètre sont le all user data, pour bien sûr afficher tous les éléments du tableau, et le user info, pour checker si l'utilisateur est de type odeur ou si l'utilisateur est de type admin. OK? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va créer une variable TR, puisqu'effectivement, toutes les lignes du tableau sont dans des TR. Donc, on va créer une variable TR qui est égale à l'ensemble vide. OK? Et on va faire tout simplement un parcours. Donc, le all user data qu'on a passé en paramètre, vu que c'est un tableau, on va dessus faire un for each parce qu'on veut parcourir tous les éléments du tableau. Donc, on va faire un for each. Moi, j'aime bien les for each. Vous aurez pu utiliser autre chose. Vous pouvez utiliser for if, machin. Voilà. Mais moi, je préfère utiliser un for each. Vous aurez pu utiliser for in, for off. Voilà, ça dépend vraiment de vous. OK? Mais moi, pour aller rapidement, je préfère utiliser un for each avec une fonction. Donc ici, je mets item et index. Donc, index, c'est tout simplement l'index de notre élément. Et item, c'est l'élément en question. Donc, index, c'est l'index de notre élément. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, quand vous regardez ici, 0, 1, 2, 3, ce sont les index. Donc, index va correspondre au 0, 1, 2, 3 et item va correspondre à l'élément même en question. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Item correspond à l'élément, index correspond à l'index de l'élément. Bien. Donc là, la variable TR que j'ai créée, je vais faire un plus égal. Ça, on a déjà eu à le faire ici. Donc, si vous avez oublié, je vais vous demander d'aller réviser, s'il vous plaît. Et on va utiliser la nouvelle façon d'écrire pour aller beaucoup plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va tout simplement créer nos TR. Donc, alors, pour gagner du temps, je vais déjà faire un copier-coller de ce qui était ici parce qu'il fait déjà tard. Donc, on va gagner du temps. Voilà. OK. Donc, je crée un TR qui est une ligne. C'est comme si j'avais créé ici un TR avec des TD. OK? C'est la même chose. C'est la même chose. Seulement qu'ici, je le fais dynamiquement à partir de JavaScript. Donc, je fais un TR. Le premier TD, il va prendre l'ID, ce qui est là. Le deuxième va prendre le nom, le prénom, l'email, l'action. Donc, c'est ce que je fais. Je vous ai dit que item correspond à un élément. Donc, lorsque je fais $item.id, il va correspondre à l'ID de l'élément sur lequel nous sommes. Donc, $item.id, item.nom, item.prénom, item.email. Et le dernier, c'est tout simplement les différents boutons qu'on va créer. Alors, pour les boutons, suivez très bien parce qu'il faut faire un checking. On a dit que seulement l'utilisateur qui a c'est seulement l'utilisateur qui a. Oui, 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 oui. Monsieur Ali Kedir, ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore fini. Donc, on a dit que euh, seul l'utilisateur qui a de type admin peut supprimer et modifier. Donc, on va faire cette condition avec une structure ternaire. OK? Donc, je mets un $. OK? Et je mets, bien sûr, user info. Cette fois-ci, c'est sur user info que nous sommes. Donc, user info, vu qu'on ne fait pas de boucle sur lui, suivez très bien la boucle, on l'a fait sur all user data. On ne la fait pas sur user info. Donc, on est obligé de nous-mêmes ajouter l'indice. Donc, user info.type égale à admin. Donc, on vérifie, est-ce que le user info est de type admin? Donc, ici, on va utiliser encore un ternaire. S'il est de type admin, dans ce cas, on affiche le bouton de modification. Donc, je vais juste faire un copier-coller pour gagner du temps. Hop. Et voilà. Donc, j'explique. Si l'utilisateur de type admin si le type de l'utilisateur est l'utilisateur de type admin, alors on affiche le bouton background color green et tout ça, avec bien sûr une fonction edit user qui prend quoi? Qui prend l'index de l'élément.
Et on a dit l'index, c'est soit 0, 1, 2, voilà. Il y a différentes choses qui sont là. OK? Parfait. Vu que le bouton envoyer un email, tout le monde peut le voir, donc on ne fait pas de conditions dessus. On l'affiche tout simplement. Bouton, type bouton, style, color white, background color, voilà. C'est un HTML classique. Et enfin, pour le dernier, on va faire la même vérification qu'on a fait en haut ici, qui est le bouton de suppression. On va faire la même vérification. Si l'utilisateur est de type admin, alors on va créer maintenant le bouton de suppression. Donc, la fonction, c'est delete user, qui prend en paramètre l'index de l'élément sur lequel nous sommes. Le message, c'est supprimé. OK? Et la couleur, c'est rouge, parce que supprimer, c'est rouge. Parfait. Après avoir fait ça, on peut maintenant fermer notre TD. Et bien sûr, ne pas oublier de fermer le TR. Voilà. Bien. Donc, le TR va parcourir tous les éléments du tableau et créer toutes les lignes dont on a besoin. Ah oui, bien sûr. Merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un return TR. Donc, cette fonction va retourner toutes les lignes du tableau, comme je l'ai fait ici. Si vous avez encore des problèmes avec les fonctions, s'il vous plaît, allez réviser les cours. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer le tbody, tout simplement, puisque c'est dans le tbody que toutes les lignes doivent être mises. Donc, on va tout simplement aller récupérer notre tbody en faisant un var tbody est égal à document.querySelector tbody. OK? Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tbody.innerHTML. Donc, à l'intérieur du tbody, on va ajouter quoi? On va ajouter le résultat de notre fonction, puisque la fonction est censée retenir des lignes. Donc, c'est ce on va afficher ici. On va afficher la fonction show all user data. Et cette fonction prend deux éléments en paramètre, comme c'est bien écrit ici. Et ces deux éléments-là sont tout simplement all user data, qui est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est user info. OK? Vous allez voir que après avoir fait ça, alors ça nous sort undefined. Pourquoi? Alors, on va voir pourquoi il nous a sorti un undefined. Alors, qu'est-ce qu'on a manqué? Euh, Ah, bien sûr. Je n'ai pas fait le JSON.parse à ce niveau. Voilà, vous voyez? Parce que là, actuellement, c'est un string. Donc, je devais parser d'abord avant de l'afficher. Donc, local storage.getItem. Non, même pas, même pas, même pas, même pas. On n'a pas besoin de parser puisque c'est tout simplement parsé déjà ici. Donc, on n'a plus besoin de le parser. Voilà, on n'a vraiment plus besoin de le parser. Alors, il y a sûrement quelque chose qui a été mal fait. Ah, c'est le return TR. Je dois le retourner à la fin de la boucle, effectivement. Voilà. Je devais le retourner à la fin de la boucle. Donc, la boucle commence ici et elle finit là. Effectivement, c'est à la fin de la boucle qu'on fait le return TR. Et voilà. Nous avons tous nos utilisateurs qui sont là, qui sont bel et bien créés. Et là, actuellement, lorsqu'on clique sur éditer, supprimer et tout ça, rien ne se passe. Nous avons tous nos utilisateurs qui sont là. Bien. Vous voyez la magie de JavaScript. Parfait. On va donc poursuivre en créant notre fonction de déconnexion. Donc, function logout. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Donc, je vais bien vérifier que la fonction, c'est bien logout. Logout. OK.
Et qu'est-ce qu'on va dire pour déconnecter un utilisateur? Alors, pour déconnecter un utilisateur, c'est tout simplement d'effacer la session. OK? Et pour effacer la session, c'est avec remove item. Donc, on va enlever le statut et enlever le user info, tout simplement. Voilà. Donc, on supprime la session de l'utilisateur et on le redirige sur la page de connexion. OK? Voilà. Donc, on enlève le statut, on enlève le user info du session storage et on le redirige sur la page de connexion. On va vérifier que ça marche. Hop, je clique sur déconnexion et voilà, il m'envoie bien sur le connectez-vous. OK? Parfait. Alors, je vais essayer sans me connecter d'avoir accès à la page dashboard. Rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche, c'est normal parce que j'ai dit que c'est seulement quand l'utilisateur est connecté qu'il doit pouvoir voir les informations. Alors, quand la page est blanche comme ça, ce n'est pas bon. On doit afficher un message à l'utilisateur pour lui dire, écoutez, monsieur, vous devez vous connecter d'abord avant d'avoir accès à cette page. Donc, c'est ce que nous allons faire. OK? Donc, si vous vous souvenez, on avait créé le if connected, mais dans le else, on n'a rien mis. Donc, c'est tout simplement dans le else qu'on va mettre un message.innerHTML qui va afficher un message à l'utilisateur pour lui dire que, écoutez, monsieur, vous devez vous connecter. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un H1 et on lui dit tout simplement, vous devez vous connecter pour avoir accès à cette page. Bon, on va mettre ça dans un H3. OK? Donc là, je ne me connecte pas et j'essaie d'accéder à la page dashboard. Et on me dit ici, vous devez vous connecter pour avoir accès à cette page. Donc, je ne peux pas me connecter, je ne peux pas avoir le contenu de la page tant que je ne suis pas connecté. Donc, je vais me connecter maintenant avec un compte de type admin. Donc, on va vérifier dans notre base de données. Hop, je vais prendre cet utilisateur qui est de type admin. Je vais mettre son mot de passe. Et voilà, je suis connecté, j'ai la liste de tous les utilisateurs. Je peux éditer, supprimer, envoyer un email parce que je suis admin. Alors, je vais essayer maintenant de me connecter avec quelqu'un qui n'est pas admin, comme par exemple le bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, il ne doit pas voir afficher, éditer et supprimer. Et voilà, c'est bien ce qui se passe. Il ne voit pas afficher, éditer, supprimer, mais il peut seulement envoyer des emails. Donc, notre fonction marche à merveille. Parfait. Alors, vous voyez ici dans le contenu, on a bien du contenu HTML. Pourtant, si j'essaie de regarder dans la page, on n'a rien. Vous voyez, on n'a absolument rien ici. OK? On n'a rien. Absolument rien. Le T-body est complètement vide, tout est vide. Mais pourtant, JavaScript nous permet d'afficher cela. Tout ça fait partie des forces de notre beau JavaScript. Alors, nous allons maintenant créer la fonction pour supprimer un utilisateur et ensuite, nous allons passer maintenant à l'édition. OK? Alors, pour vraiment gagner du temps, parce que là, il est déjà 20 heures et à 20 heures, moi, j'ai une prière à faire. Donc, pour vraiment gagner du temps, je vais tout simplement faire un copier-coller de ce qui était là et expliquer. Bien. Donc, pour supprimer un utilisateur, on va créer une fonction delete user, OK? Alors, qui prend en paramètre l'index de l'élément, comme c'est bien marqué ici. Delete user index. L'index de l'élément, comme je l'ai expliqué, ce sont les différents chiffres qui sont devant les différents éléments. Alors, je récupère bien sûr tous les utilisateurs. Je récupère l'utilisateur qui est connecté. Vous allez me demander pourquoi. Mais effectivement, je récupère tous les utilisateurs pour pouvoir supprimer un utilisateur dessus. Et je récupère l'utilisateur connecté pour pouvoir utiliser la fonction show all user data. Voilà. Je suis obligé de faire ça. Parce qu'à chaque fois qu'un utilisateur sera supprimé, moi, je ne veux pas recharger la page. Quand un utilisateur est supprimé, moi, je veux que ce soit fait automatiquement. Je ne veux pas recharger la page avant de voir afficher les différents résultats.
OK? Bien. Donc, comment on fait pour supprimer un élément en JavaScript dans un tableau ou dans un objet? Pour supprimer un élément, il faut utiliser la fonction splice. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un allUserData.splice index 1. Donc, on va déjà rapidement sur le MDN aller voir la fonction splice, à quoi ça sert et comment l'utiliser. Donc, je vous explique rapidement pourquoi j'ai fait ici, excusez-moi, pourquoi j'ai fait UserData.splice index 1. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, tous les exercices que je vous donne, moi-même, je les fais aussi après. Seulement que moi, j'ai fait l'exercice en pratiquement 2 heures. Quelque chose que vous avez fait en 13 jours. OK. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on nous dit quoi? On nous dit que la méthode splice modifie le contenu d'un tableau en retirant des éléments ou en ajoutant de nouveaux éléments. Moi, ici, je l'utilise pour supprimer tout simplement un élément. OK? Alors, donc j'utilise splice, je mets index tout simplement et je mets 1. Alors, splice index 1 veut dire supprime l'élément qui a l'index 1, c'est-à-dire pour ne pas dire supprime l'élément qui a l'index 1, le premier élément direct qui est sur lui. Donc, comme vous allez voir ici, regardez, vous voyez? Donc, quand je mets ici splice index 1, il va faire quoi? Il va regarder si l'index est 2, il va supprimer le premier élément qui est sur l'index 2, qui est là. De toute façon, il n'y a pas autre chose que cet élément. Donc, c'est ce qu'il va supprimer. Si je dis, s'il prend l'index 4, il va supprimer le premier élément qui est sur l'index 4. S'il prend l'index 6, il va supprimer le premier élément qui est sur l'index 6. C'est tout simplement ce que ça veut dire. User, all user data.splice index 1. OK? Ensuite, lorsque je finis de supprimer l'élément du tableau, je fais une mise à jour sur le local storage. Donc, je fais un local storage set item, bien sûr sur user data, et je fais bien sûr encore un JSON Stringify tous les jours sur mon all user data. Mon all user data, qui est le nouveau all user data, pour ne pas dire le nouveau tableau, avec l'élément qui a été supprimé. OK? Ensuite, comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de recharger ma page. Donc, je récupère ma fonction show all user data. Je mets mes nouveaux paramètres qui sont all user data qui est ici et user info qui est là. Donc, je les ajoute. Lorsque je finis, je récupère le tbody et j'ajoute le contenu qui est dans le show user data. Tout simplement, le show user data doit retourner quoi? Doit retourner des TR, comme j'ai mis là. Donc, vu qu'il retourne des TR, j'ai créé une variable TR dans laquelle je mets le contenu. Et ici, je fais un tbody.innerHTML TR. Donc, le nouveau contenu, après suppression, c'est lui qui sera affiché, sans avoir besoin de recharger la page. OK? Donc, regardez bien. J'actualise. Je veux supprimer l'utilisateur Rigel Ellis. Hop, il est supprimé. Je veux supprimer l'utilisateur Suki Tyson. Hop, il est supprimé. Je veux supprimer l'utilisateur Avram Good. Hop, il est supprimé. Et tout ça automatiquement sans avoir besoin de recharger la page. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions?
OK, parfait. Parfait, parfait. Tout ce que moi, je peux vous demander, c'est d'essayer de reprendre tout le projet. Effectivement, monsieur Ali Kedir, vous devez reprendre tout le cours JavaScript, reprendre toutes les vidéos pour vraiment vous mettre à niveau. Parce que là, on ne va pas se mentir que vous avez complètement perdu le niveau. Vous avez complètement perdu le niveau. Depuis que nous sommes arrivés en JavaScript, vous ne suivez plus trop vous ne suivez plus trop le cours. Voilà. Parce que là, vous dites c'est trop dur, donc vous n'avez plus envie de suivre le cours. Il y en a qui ont complètement abandonné la formation. Mais tout ce que moi, je peux vous dire, c'est que JavaScript, ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Faut juste suivre les cours. Si moi, je peux le faire, si beaucoup de personnes peuvent le faire, si des petits Français de 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Je ne suis pas plus intelligent que vous. C'est juste que vous devez réviser, réviser et vous mettre au travail. C'est tout. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va euh, créer notre fonction pour l'édition. Alors, on va créer notre fonction pour l'édition. Je ne vais pas vous mentir. Le, le envoyer email, je ne l'ai pas fait exprès pour que vous-même vous le fassiez. Voilà. Donc, vous voyez, le envoyer email, il ne marche pas. Il y a aucun contrôle dessus. Je ne l'ai pas fait. J'ai tout fait, sauf le envoyer email. Donc, je vais vous demander de reprendre l'exercice à partir de la correction que j'ai eu à faire, bien comprendre et arriver à faire la fonction envoi d'email. Celui qui réussit à faire la fonction d'envoi d'email m'envoie juste un message sur WhatsApp, je corrige, c'est bon, on passe à autre chose. N'oubliez pas, je vous ai dit que pour pouvoir avoir le certificat Laralover agréé par le FDFP et les différents gadgets Laralover, qui sont les t-shirts et les tasses et tout ça, il faut valider le projet de fin d'études. Vous êtes obligé de valider le projet de fin d'études. Et le projet de fin d'études, ce n'est pas imposé. Vous décidez vous-même un projet, OK, qui comprend HTML, CSS, JavaScript, en tout cas un projet complet, et vous faites le projet et vous m'envoyez le projet pour correction. Une fois que je le valide, je vous fais délivrer votre certificat de fin de formation qui va attester que vous avez un niveau basique en HTML, CSS et JavaScript. Non, non, non. Le projet doit contenir HTML, CSS et JavaScript. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, après le certificat, je dois pouvoir vous accompagner pour avoir des stages ou pour avoir des marchés de développement de sites. Bien sûr, si vous faites la formation, c'est pour pouvoir profiter des bénéfices du développement. Donc, je ne peux pas aller proposer dans des entreprises, je ne peux pas aller vous proposer dans des entreprises comme stagiaire si je ne suis pas convaincu de votre niveau. Voilà. Donc, vous devez me prouver que vous avez le niveau adéquat avant que je ne puisse proposer vos services à des partenaires que j'ai ou à des entreprises qui sont partenaires à Lara Lover. Raison pour laquelle j'insiste sur le projet de fin d'études. C'est comme une sorte de soutenance. Pour délivrer un diplôme, vous êtes obligé de soutenir. C'est la même chose ici chez nous, chez Lara Lover. Voilà. Le diplôme va attester que vous avez un niveau. Ce n'est même pas un diplôme, c'est un certificat qui atteste que vous avez le niveau basique en HTML, CSS et JavaScript. Voilà. Donc, à partir de ce niveau basique, à vous de creuser pour vraiment être des développeurs aguerris comme je le suis aujourd'hui. Voilà. Mais ne pensez pas que ça se fera en un claquement de doigts parce que ça m'a pris quand même 5 ans pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc, on ne se presse pas, on avance étape par étape sans brûler les étapes et on essaie de se perfectionner au maximum. Voilà. Alors, nous allons créer la fonction edit user. Donc, je fais juste un copier-coller pour gagner du temps parce qu'il est presque 20 heures et je, je dois aller faire quelque chose à 20 heures. Oui, une question. Allez-y, mademoiselle Salimata. Allez-y rapidement. Je vais expliquer les deux dernières fonctions
et on va se dire au revoir. La semaine prochaine, on attaque WordPress. Est-ce qu'il est conseillé d'utiliser le site déjà préétabli? Ça veut dire quoi, site déjà préétabli? Je ne comprends pas. En tout cas, si j'ai vraiment compris dans le sens que je comprends, si c'est une façon de dire, est-ce que c'est conseillé d'utiliser un template? Voilà, exactement. On appelle ça des templates. Moi, je ne vous conseillerais pas pour des débutants, je ne vous conseillerais pas pour des débutants d'avoir recours à des templates. Parce que sinon, vous ne serez jamais d'être développeur, en fait. Regardez, si vous arrivez dans une entreprise et qu'on parce que souvent dans les entreprises, même pas souvent, toutes les entreprises ont un infographe et des développeurs et des comptables et tout ça et tout ça. Les infographes dans les entreprises se chargent de dessiner des maquettes. Eux, ils dessinent. Ce sont des dessins. Ce sont des images qu'ils vont vous donner. Et ça sera à vous de coder l'image. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser les templates, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais. C'est conseillé d'utiliser les templates, des frameworks et toutes ces choses pour aller rapidement lorsque on est fort, lorsque on a déjà de bonnes bases, lorsque on connaît, on maîtrise. C'est là qu'on a recours à des templates pour aller beaucoup plus rapidement. Mais sinon, quand on est débutant, c'est mieux de coder tout soi-même. Moi, j'ai commencé à utiliser les templates en 2021, l'année passée. Sinon, avant 2021, je codais tout moi-même. Et j'ai commencé à utiliser les templates. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de clients et je ne peux pas forcément coder le HTML, CSS parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais je sais comment le faire. Donc, du coup, si j'utilise le template de quelqu'un, je peux le façonner à ma manière. Alors que si vous n'avez pas les bases, si vous n'avez pas de bonnes bases, et qu'on vous donne un template, dans les templates, il y a du tout. Il y a du HTML, il y a du CSS, il y a du JavaScript. Il y a du tout dans un template. Il y a du HTML, il y a du CSS, il y a du JavaScript. Le dynamisme est géré par le JavaScript. Si vous n'avez pas les bases, vous ne pourrez pas même modifier le template comme vous le voulez. Vous allez juste pouvoir modifier les textes en HTML, CSS, mais ça ne fait pas de vous d'être développeur. On appelle développeur quelqu'un qui maîtrise JavaScript. Ça, en toute honnêteté. On appelle un développeur web quelqu'un qui maîtrise JavaScript. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes développeur si vous ne maîtrisez que HTML, CSS. C'est impossible. Pour ne pas dire aucune société, aucune structure, personne ne va vous prendre comme stagiaire ou comme développeur pour seulement venir faire du HTML, CSS. Ça n'existe pas. Aucun client que vous allez avoir ne va vous prendre pour travailler sur un site où il y a seulement du HTML, CSS. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout le dynamisme est géré par JavaScript. Comme vous pouvez le voir, JavaScript peut créer du style CSS, peut créer du contenu HTML. Donc, avec JavaScript seulement, on peut créer un site Internet. Ce qui n'est pas le cas avec HTML et CSS. La preuve en est que HTML et CSS, les deux sont complémentaires pour pouvoir faire du visuel. Alors que JavaScript seul peut créer du style et créer des balises HTML. Donc, et même si vous faites des recherches, vous allez voir que JavaScript est le langage le plus populaire, le langage web le plus populaire et le plus demandé sur le marché du développement. Donc, si vous ne maîtrisez pas JavaScript ou vous trouvez que c'est trop dur, laissez-moi vous dire en même temps que vous ne serez jamais développeur. Il n'y a pas de dev qui va dire qu'il ne fait pas JavaScript. HTML, CSS, ce n'est pas du développement, soyons sérieux. HTML, CSS, c'est vraiment… Même des gens qui ne sont pas développeurs peuvent regarder juste des petits tutos sur Internet et ils vont faire du HTML, CSS. C'est JavaScript qui fait de vous des développeurs web. Je précise bien web, parce que JavaScript ne peut pas faire certaines choses.
Donc, pour faire du desktop, du mobile, il faut utiliser d'autres langages. Mais pour vraiment être un bon développeur web, vous êtes obligé, pas forcément de maîtriser tout JavaScript, mais en tout cas, d'avoir de bonnes bases en JavaScript. Donc, tout ce que je peux vous demander, moi en tout cas, ici chez Lara Lover, j'ai fait ce que je pouvais. Je vous ai donné le maximum de cours que sûrement vous n'allez même pas avoir dans d'autres formations, comme par exemple Local Storage, Session Storage, ce genre de choses. Vous ne verrez jamais ça dans d'autres formations. Je vous ai montré ces choses pour déjà vous pousser à voir les merveilles de JavaScript. OK? Donc, je vous ai donné tout. Vous avez un support de cours de, je crois, 80 pages avec tout dedans. Vous avez des vidéos à l'appui où moi-même, je suis en pratique sur certains sujets, sur certains exercices. Franchement, je pense que vous avez tout pour vraiment être des développeurs moyens ou même, on va dire, des développeurs même débutants JavaScript. En tout cas, avec tout ce que je vous ai montré, si vous révisez, vous pouvez avoir un niveau, on va dire 6 sur 10 en JavaScript. Juste avec ce que je vous ai montré. Maintenant, comment faire pour avoir 7, 8 ou 9? Parce que personne n'a 10 sur 10, hein, personne ne maîtrise le langage parfaitement. Donc, comment faire pour avoir 7, 8 ou 9? Là, maintenant, ça dépend de vous. Dans toutes les formations, on vous montre vraiment les bases. Et pour vraiment être aguerri, c'est à vous de vous perfectionner en faisant beaucoup d'exercices, en vous donnant vous-même des projets à faire. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Bien. Donc, vraiment, mettez-vous au travail. Si vous voulez vraiment devenir développeur web, que ce soit front-end, que ce soit back-end, vous êtes obligé de connaître JavaScript. Faites des recherches sur Internet, tapez langage web les plus populaires ou les plus demandés. Ça sort toujours JavaScript. JavaScript. Mais vous ne pouvez pas vous passer de ça, en tout cas, si vous êtes développeur. Vous ne pouvez pas. Je ne vais pas vous mentir que lorsque j'ai commencé le développement en 2012, je n'aimais pas aussi JavaScript parce que je trouvais ça trop dur. Moi, je me disais que j'étais développeur HTML, CSS. C'est lorsque je suis arrivé en stage chez Orange Côte d'Ivoire que j'ai vu qu'avec HTML, CSS, on ne peut rien faire. Donc, j'étais obligé de bosser JavaScript. Là, j'étais obligé, là. Je n'avais plus le choix. Parce que j'avais envie d'être développeur. Je voulais être développeur. C'est pour ça que je dis que c'est une question de volonté. Si vous voulez faire le développement juste pour de la mode ou voilà, j'ai envie de juste connaître, c'est sûr que vous allez trouver dur, vous allez abandonner. Mais si vous avez vraiment la passion, comme moi je l'ai, c'est sûr que vous allez tout faire pour maîtriser cela. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je trouvais ça dur, mais j'avais envie d'être un bon développeur. Et j'ai vu que je ne pouvais pas me passer de JavaScript. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 années pour me former de 2014 à 2016 pour me former comme un fou en JavaScript. J'ai fait JavaScript, j'ai fait jQuery, j'ai fait Ajax. Tout ça, ce sont des composants de JavaScript. Et aujourd'hui, je peux me vanter de dire que j'ai au moins le niveau 8 ou 9 sur 10 en JavaScript. Pourtant, en 2013-2014, quand je commençais vraiment à bien apprendre JavaScript, j'avais le niveau 0. Tout est question de volonté. Tout est question de volonté. Quand on veut, on se donne les moyens de réussir. Mais quand on ne veut pas, on trouve que c'est trop dur et on laisse tomber. Et ça, ce n'est pas forcément dans le développement, dans tous les aspects de la vie. Quel que soit ce que vous voulez faire, si vous avez vraiment envie de faire cette chose, vous allez vous donner tous les moyens nécessaires pour réussir à avoir cette chose-là. Mais lorsque vous n'êtes pas trop sûr ou vous êtes un peu hésitant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez une petite difficulté, vous abandonnez. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas aussi motivé que ça. Mais lorsque vous êtes vraiment motivé et que vous êtes vraiment déterminé, quelles que soient les difficultés, vous allez jusqu'au bout. C'est la même chose en fait avec le développement. C'est une question de passion. C'est une question de volonté. L'envie d'apprendre. C'est tout. Voilà. On continue donc avec ce qu'on a. Bon, là, par contre, je suis même plus que... Là, je suis devenu un motivateur. Je suis même plus un coach. Je suis un motivateur maintenant. OK. Bref, on continue. Donc là, il est 20 h. On va aller rapidement. Alors, donc ici, nous avons la fonction edit user qui prend l'index en paramètres, comme nous avons pu le voir ici. Edit user
qui va prendre l'index de nos éléments en paramètres. OK? Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je récupère encore tous mes utilisateurs. Et ici, je fais quoi? Je fais let find data qui va être égal à all data. All data, c'est quoi? All data, c'est tout simplement ici tous les utilisateurs. Voilà, vous voyez, local storage, donc tous les utilisateurs dans ma base de données que je mets dans une variable que j'appelle all data. Je vais l'appeler même all user data. OK. Et ici, vous voyez, j'ai créé une variable find data et je dis all data index. Comme je vous ai dit, les index, c'est tout simplement les différents indices qui sont devant notre local storage. 0, 1, 2, 3, 4. OK? Donc, all index 1, ça envoie ça. Pardon, qu'est-ce que ça fait? All index 1 va nous envoyer ce qui est là. All index 2, 3, pardon, va nous envoyer ça. All index 0 va nous envoyer ça. OK? C'est la même chose que je fais ici. Donc, all index, index, c'est tout simplement dynamiquement la récupération de l'indice de notre élément. Donc, je crée tout simplement une variable editForm qui va créer le formulaire. Donc, je crée tout simplement un formulaire normal. Et dans les valeurs, j'ajoute tout simplement le find data. Donc, le find data correspond à notre élément qui a été sélectionné à partir de son index. Donc, finddata.nom va afficher le nom de l'élément. Finddata.prénom, son prénom. Finddata.email, son email. Et je stocke l'index dans un champ caché. Alors, pourquoi je stocke l'index dans un champ caché? Parce que lorsque je vais cliquer sur le bouton de soumission, j'aurai besoin de cet index-là pour faire la modification. Raison pour laquelle je stocke ça ici dans un champ caché. Qu'est-ce que je fais? Je récupère le edit form qui est là. Et à l'intérieur, j'ajoute tout simplement le formulaire qui a été créé avec edit form. OK? Et c'est ce qui se passe ici. Lorsque j'appuie sur éditer, alors, je vais actualiser, voir. Alors, on a un petit problème. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que all data n'existe pas. OK? Alors, on va voir où est-ce qu'on a utilisé all data. OK? C'est plutôt all user data. OK? Donc, on check. Et voilà. Automatiquement, lorsqu'on clique sur éditer, le formulaire que nous avons créé se met en position. Donc, à chaque fois que je vais appuyer, vous allez voir que sans charger la page, toutes les valeurs changent dynamiquement en fonction de ce que j'appuie. Vous voyez? Et tout ça, c'est la magie de JavaScript. PHP ne peut pas faire ça. PHP, à chaque fois que vous allez appuyer sur éditer, il va recharger la page avant d'envoyer les différentes informations. Alors que JavaScript, lui, n'a pas besoin de recharger la page. C'est pour ça que JavaScript est le langage le plus populaire et le plus recherché, parce qu'il est vraiment le top du top. Ensuite, nous avons la fonction Save Edit. Alors, le Save Edit, c'est tout simplement lorsqu'on clique sur le bouton ici. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton, il doit tout simplement modifier les éléments. Donc là, le KQZI qui est là, on va changer son email. Vous allez voir. Hop, je mets par exemple l'email nono@gmail.com. Quand je vais faire modifier, vous allez voir que le KQZI va changer et devenir nono. Alors, là, ça ne marche pas, effectivement, parce que j'ai fait un copier-coller sans tenir compte des nouvelles variables. Donc, je vais profiter en même temps pour expliquer ce qui est ici. Alors, déjà même, avant de s'embrouiller, on va vérifier ensemble c'est quoi l'erreur. OK. C'est sur la fonction show all data. Bien sûr, la fonction s'appelle show all user data. Donc là, c'est bon. J'appuie sur éditer. Ah, vous voyez que là, ça a été mis nono. OK. On va essayer de changer boa. Et on va mettre par exemple sali@gmail.com. Et vous allez voir que lorsque j'appuie sur modifier, boa va changer. Hop, c'est devenu automatiquement sali@gmail sans avoir besoin de recharger la page. Je peux toujours supprimer des utilisateurs. Donc, le bouton Save Edit, je l'ai créé dynamiquement ici lorsque je crée mon formulaire d'édition. Donc, au clic, il a une fonction Save Edit. Et qu'est-ce que je dis dans le Save Edit? Je récupère le All User Data, donc toutes les informations à partir du Local Storage. Je récupère encore toutes les informations à partir du Session Storage, donc les informations d'utilisateurs connectés.
Je récupère tous les éléments que l'utilisateur va saisir, qui sont là. Donc, lorsque je fais ça, je récupère son nom, son prénom, son email et le champ caché. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je récupère son nom, son prénom, son email et le champ caché que j'ai appelé hide ID. Ensuite, vu qu'on a récupéré ici tous les éléments avec all user data, je fais all user data hide ID, sachant que hide ID correspond à l'index de l'élément. Donc, all user data hide ID, ça peut être all user data 0, ça peut être all user data 1, ça peut être all user data 2 ou 3, ainsi de suite. Donc, all user data hide ID, point nom. OK? Donc, on est sur l'élément et on dit le nom de l'élément. On veut que son nouveau nom soit le nom qui a été modifié. On veut que le nouveau prénom soit le prénom qui a été modifié. Et on veut que l'email soit l'email qui a été modifié. Après ça, qu'est-ce que je fais? Le edit form devient un champ vide pour, bien sûr, cacher après, pour bien sûr cacher le formulaire d'édition après avoir appuyé sur le bouton. Sinon, si j'enlève ça, vous allez voir que même si je modifie, il reste. Donc là, Sally, si je mets Sally 225, par exemple, quand j'appuie sur modifier, alors on a une petite erreur, on va voir c'est quoi. Alors, on dit que edit form is not defined. C'est normal parce que j'ai coché ici et normalement, c'est tout ça que je devais modifier, que je devais cacher. Voilà. Donc, on va reprendre. J'appuie sur Sally et je mets Sally 225. Je fais modifier. Hop, ça devient ici Sally 225, mais ça ne se ferme pas. Donc, si je veux modifier, par exemple, YK, si je mets YK 225, ça va modifier YK 225, mais le champ ne se ferme pas. Donc, moi, je veux que le champ se ferme. Et pour que le champ se ferme, il faut tout simplement mettre edit form à vide, parce qu'on avait ici mis dans edit form le formulaire qu'on a créé. Donc là, ici, on le met à vide et on fait tout simplement, on récupère tout simplement le edit form et on fait inner HTML du nouveau edit form qui est vide. Tout simplement ici. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait local storage cet item user data. On stocke les nouvelles données pour ne pas avoir rechargé la page. Ensuite, on récupère toutes les lignes, comme on l'a fait tout à l'heure hein, pour la suppression. On récupère le tbody et on ajoute les nouvelles lignes dans notre tbody. Et voici la fin du projet. Alors, rapidement, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a eu à faire? Mais en tout cas, franchement, tout ce que moi je peux dire, c'est réviser, 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 réviser. OK, parfait. Salima Tadjarasuba. Merci, merci, merci. Et oui, n'oubliez pas de laisser des avis, s'il vous plaît, sur la page Facebook de Lara Lover. Voilà, ça fera toujours plaisir de laisser quelques petits avis. Ça permet de faire un bon référencement de la page sur Facebook. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour WordPress. D'ici là, essayez de reprendre le projet et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, pour terminer avec WordPress. Et après, ça sera à vous de gérer le reste. Donc, merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine.